Oh ouais, Martin Ratata tombe KO. Le champion va-t-il rester invaincu? Valcarapad, go! Non, 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 non. Vous vous êtes jamais demandé ce que ça donnerait si les Pokémon existaient dans la vraie vie? Alors je le sais, il y a des books bien sales, bien 4chan qui vont me sortir le vieux copypasta Aquali ou dire Ah ouais, de ouf, je vais en métamorphe. ce à quoi je vais vous répondre qu'il y a un temps pour tout et que là, il est temps d'aller se faire foutre. Plus sérieusement, c'est un rêve de gosse pour beaucoup de gens, en tout cas pour la génération 90-2000, mais qui s'est déjà posé pour lire les descriptions du Pokédex et voir à quel point c'est juste se tirer une balle dans le pied que de prendre certains Pokémon avec soi. Genre Volcaropod qui a la température externe du soleil et qui te carboniserait juste en sortant de sa Pokéball. Ou Macogneur qui t'enverrait littéralement sur la lune si tu lui tapes un check. Mais avec plus de 1000 monstres disponibles aujourd'hui, il est temps de se pencher un peu dessus et de voir quel genre de dinguerie on autoriserait dans notre monde si les Pokémon étaient réels. Ah, trop bien, ça veut dire que je pourrais avoir mon garde-voir pour... Alors déjà, t'as un pic dégénéré, et même si Gardevoir est dans le groupe des Pokémon humanoïdes, que le mariage humain-Pokémon était monnaie courante à l'époque comme on l'a vu dans la bibliothèque de Sinnoh, il faudrait être totalement stupide pour avoir un Gardevoir juste pour tremper le biscuit. Déjà dans sa première forme, à savoir Tarsal, le Boog sait ce que vous ressentez, il sait ce que vous voulez. C'est pas pour rien qu'il se montre rarement comme c'est indiqué dans le Pokédex, vous êtes des gros dégueulasses. Dès son deuxième stade, Kirlia, ça commence déjà à déraper. Il est dit dans le Pokédex de Bouclier qu'il peut distordre le temps et l'espace pour voir l'avenir. Là on peut se dire, ah c'est trop cool, il est capable de voir l'avenir, c'est stylé, point barre. Bah non, distordre l'espace-temps ça inclut pas du tout ça. Vous connaissez tous Einstein, hein, E égale MC carré ou E égale M6 pour les plus gros mongols qui se croient drôles au fond de la classe. Mais est-ce que vous connaissez la théorie de la relativité générale? G indice mu nu plus delta fois G indice mu nu égale 8 pi G sur C à la puissance 4 fois T indice mu nu. Personne ne lit cette putain de formule. Personne. Outre le fait que ce soit un superbe exercice de diction, c'est aussi la formule qui permet de mettre en relation le temps et l'espace, qui écrit le principe de l'antigravitationnel, le ralentissement du temps relatif à la présence d'une forte gravité, mais aussi ce qui va nous intéresser ici, la présence de structures spatio-temporelles comme les trous noirs, mais aussi, et ça va nous intéresser encore plus, de trous de verre grâce à la solution de Gödel. Et si la formule que vous voyez paraît ultra compliquée, c'est normal, c'est parce qu'elle l'est, mais tout ce qu'il va falloir retenir, c'est que cette formule permet de décrire un univers en rotation, où certaines trajectoires permettent de revenir en arrière dans le temps. Si Kirlia fonctionne effectivement comme ça, elle pourrait accéder à des informations du futur, les voir sous forme de vision, à condition bien entendu de générer un champ gravitationnel extrêmement localisé qui permettrait d'ouvrir un trou de verre. Ok, le rapport avec garde-voir? Bah j'y viens, calme-toi 2 secondes. Ce pouvoir de prédire l'avenir, c'est pas uniquement la spécialité de Kirlia, c'est aussi une grosse partie de la description de Gardevoir dans quasiment tous les Pokédex. Dans Épée, il est dit que Gardevoir peut prédire l'avenir et déployer toute sa puissance pour protéger son dresseur. Bouclier précise même qu'elle peut aller jusqu'à épuiser sa force mentale pour créer un mini trou noir. Et... bah si on remplace le côté psychique par la maîtrise de la gravité, une des forces naturelles de l'univers, quasiment toute la description du Pokédex est physiquement explicable. Oui, avec la formule de Gödel, on peut expliquer avec la gravité et les trous de verre le fait de voir l'avenir, et oui, en poussant la manipulation de la gravité à son paroxysme, en compressant la matière en un seul et unique point, faisant la taille de la tête de Gardevoir, cette dernière pourrait théoriquement créer un mini trou noir. En utilisant la formule de Schwarzschild, où RS est égal à 2 GM, le tout divisé par la vitesse de la lumière au carré, on peut alors déterminer, pour un rayon de 20 cm, soit la taille de la tête de Gardevoir, que la masse nécessaire pour créer ce trou noir serait de 1,35 fois 10 puissance 26 kg, ce qui est 22 fois la masse totale disponible sur Terre. Ce qui veut dire que si son dresseur il est en danger, Gardevoir va avoir aucun mal à compresser tout ça, non pas une arène, pas une ville, pas une région entière. Elle pourrait compresser la Terre et 21 fois la masse de cette dernière, et en plus piocher dans le vide stellaire et les corps célestes environnants. Donc c'est finito la Lune, c'est finito Mars, c'est finito Vénus, emportant sur son passage l'adversaire, la fameuse menace environnante, tous les habitants de la Terre et les Pokémon qui vont avec, mais aussi malheureusement celui ou celle qu'elle voulait défendre par-dessus tout, à savoir son dresseur. Mais c'est quoi une menace d'après Gardevoir? Pas tout ce qui peut porter atteinte à son dresseur, qu'il le sache ou non, parce que Gardevoir, on rappelle, peut lire les pensées de n'importe qui s'approche d'elle, et ce depuis qu'elle n'est qu'un simple Tarsal. Ça veut dire qu'en France, vous avez quasiment une chance sur 2 de faire disparaître une partie du système solaire juste en marchant dans la rue avec votre Gardevoir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de condamner l'espèce humaine, les Pokémon, les animaux, la planète entière pour b*** avec un putain de Pokémon? Au pire, prenez juste une peluche, ils en ont sorti une grandeur nature il y a pas longtemps, vous pouvez la customiser au pire, mais faites pas les fous. Mais on va revenir sur le sujet, vous avez pas choisi le Gardevoir, mais plutôt un Pokémon inoffensif, que personne n'a jamais évoqué dans une vidéo du genre c'est Pokémon qui vous tuerait d'après la science. J'ai nommé Saporo. Mis en situation, tu te réveilles, tu t'étires, tu fais un gros câlin à ton Sapro parce qu'il est tout doux, il ressemble un peu à un doudou, sauf que lui, il n'entend pas de cette oreille. Il a fait un cauchemar et ton câlin ça va le faire stresser, il va s'agiter et là, c'est le drame. Pourquoi? Parce que d'après le Pokédex de Kalos,
Sapro peut trancher des grosses racines avec ses oreilles. Ce qui veut dire qu'après un calcul rapide... Ah non, pas de calcul rapide, hein. Chaque fois tu nous douilles en short, tu développes pas, c'est bon, vas-y, donne toutes tes infos. Ok, déjà on va se mettre d'accord sur ce qu'ils entendent par grosse racine. Sapro, il est trouvable sur les routes 2, 3, 5 et 22 qui représentent le sud-est de Kalos. On transpose ça à notre monde, on serait en Bourgogne-Franche-Comté. En analysant un petit peu la flore locale, on peut y retrouver une grosse variété d'arbres qui peut grandir de manière juste démesurée en fait concrètement, entre 25 et 50 mètres de haut avec des racines qui vont avec. En se penchant sur les arbres visibles sur la route 2, 3 et 22, on repère un arbre en particulier qui est assez récurrent et qui ressemble beaucoup à un Quercus robur, plus communément appelé chêne pédonculé, qui peut, avec le temps, atteindre les fameux 50 mètres de haut avec des racines au diamètre variable allant de 1 mm jusqu'à 10 cm. A partir de là, on peut considérer la résistance mécanique du bois, qui est connue parce que on coupe quand même assez souvent du chêne et du coup on l'a. Puis on calcule la surface sectionnée sur une racine de 10 cm et on rentre tout ça dans la formule qui détermine la force pour trancher une racine. La racine du chêne résiste à 47 mégapascales de pression et 7,8 mégapascales de cisaillement pour une densité moyenne de 710 kg par mètre cube. Comme Sapero cisaille la racine mais ne la broie pas, on a notre premier élément de la formule, la contrainte qui est directement là sous nos yeux. Reste donc la surface qui est déterminée en faisant pi r carré, un el famoso pi r carré que Madame Durand a incrusté dans mon crâne à coup de règle dans la gueule en 6ème et qui au final va me servir dans la vie. Qui l'aurait cru? Avec un rayon de 5 cm, donc la section transversale de la racine ou la surface tranchée serait de 0,00785 m². On met tout à la même échelle et ça nous donne un grand total de 61 230 newtons. Après une conversion rapide, ça donne 6 tonnes de force. 6 tonnes the bee. Et ça c'est juste pour sa force. Maintenant faut déterminer à quel point t'es dans la merde s'il panique et qu'il agite ses oreilles comme t'agites ton paf pour faire tomber la dernière goutte. On va prendre la masse des oreilles, on va leur donner une vitesse réaliste dans ce cas là, parce que les oreilles de Sapro font 30 cm de longueur et pèsent, après avoir pris en compte la masse totale du Pokémon qui fait 5 kg, 600 g au total ou 300 g par oreille. Donc on rentre tout ça dans la formule de l'énergie cinétique et ça nous donne un résultat de 67,5 joules par coup d'oreille, l'équivalent d'un coup puissant avec une hache. Enfin il faut déterminer le tranchant des oreilles, parce que ça aussi ça se calcule et on regarde juste la pression exercée, ce qui nous donne 6,1 gigapascal. C'est assez pour couper n'importe quelle matière organique sur Terre, ou presque. Donc ton petit bras d'enfant là qui sert ton Pokémon lapin tout mignon dans ses oreilles, et bah il est parti. Voilà. Maintenant va bien ta mère avec ton calcul rapide. Mais peut-être que ce scénario va pas t'arriver parce que toi t'es un bonhomme, tu veux que ton Pokémon soit taillé pour le combat ou alors tu veux juste racketter des boucs que tu croises dans la rue. Du coup tu décides de poser ton regard sur le seul Pokémon qui mérite ton attention, Pandarbar. Déjà parce qu'avec ses 2m10 et 136 kg, y a personne qui va te faire chier, mais en plus si on croit ses descriptions dans le Pokédex, il serait capable de réduire un camion benne en tas de ferraille avec ses simples petits coups de poing, mais aussi briser des poteaux électriques. Ce qui est ultra impressionnant quand on y pense, surtout quand on prend en compte qu'il y a en général 3 types de matériaux pour les poteaux électriques, du bois, souvent du pain traité, du béton armé, mais aussi de temps en temps du métal. Un poteau électrique c'est 9 mètres de haut pour un diamètre de 30 cm en moyenne et une masse de 200 kg. Maintenant, il faut prendre en compte les 3 composants qu'on va simplifier parce que oui, il y a différents types de métal utilisés, mais le plus fréquent c'est de l'acier, donc c'est ça qu'on va utiliser. Pour le bois, le poteau résisterait à 80 mégapascales de pression. Pour le béton armé, on monte à 500 mégapascales et pour l'acier, on monte encore une fois à 600 mégapascales. Ce qui veut dire qu'en utilisant cette formule où M est le moment de flexion, W est le module de résistance, on peut déterminer la contrainte maximale du matériel. Comme on a déjà le module de résistance, on a déjà la contrainte maximale, on fait le calcul en croix et on détermine le moment de flexion. Ce qui peut ensuite nous permettre de déterminer la force nécessaire pour briser le poteau à une hauteur estimée à cette formule là. Et comme on est un petit peu des sales races, on va se simplifier la vie au maximum parce que c'est pas comme si on avait déjà fait 40 milliards de calculs et on va dire que le Kung Fu Panda du Bled peut détruire le poteau à une hauteur de 1 mètre de sa base. Donc, après un calcul rapide encore une fois, Pandarbar peut déployer 960 newtons sur le poteau en bois, 10 600 newtons pour le poteau en béton armé et 1 060 000 newtons pour le poteau en acier. 1 million! Vous savez ce que ça représente? C'est la force déployée lors d'une collision à 50 km/h de 7 voitures, tout ça dans son poing. Ouais, mais c'est pas dangereux pour le dresseur, c'est juste un gars de chill qui va à la salle. Juste un gars de chill? Mais c'est littéralement marqué dans Pokémon épée, c'est un Pokémon agressif qui a recours à la force pour faire taire tous ceux qui le contredisent. T'imagines, tu refuses son nouveau réveil Hello Kitty ou je sais pas quoi comme connerie, le bouc te balance une mandale de daron cosmique, tu te relèves jamais. Et pendant que ton corps sans vie gît sur le sol, alors que ton panda géant te piétine pour calmer ses nerfs et te finir, t'as les passants qui osent pas trop venir s'approcher et qui continuent leur route. Il y en a un en particulier qui se chie dessus en permanence parce qu'il craint pour sa vie. Et il a pas tort. Le mec il s'appelle Nick, et Nick, il est névrosé. Parce que depuis tout petit, il y a un Pokémon qui l'accompagne, avec qui il a fait les 400 coups, bref il est cul et chemise avec son Sistigree. C'est Sistigree, mais tu te fous de ma gueule, il est rincé. C'est ta daronne qui est rincé Philibert, non vraiment faut arrêter d'être dans la merde à un moment. Derrière ce regard vide se cache une véritable arme de destruction massive cachée,
caché parce que depuis les dernières générations, effectivement, Psystigri, il paye pas trop de mine dans le Pokédex. On dit qu'il peut envoyer valser un catcheur, soulever un gros rocher, mais c'est plus ou moins tout. Sauf que dans la première génération où il est apparu dans Pokémon Y, il est dit qu'il peut projeter en l'air tous les objets dans un rayon de 100 mètres. Il n'y a aucune limite de masse imposée, juste un rayon d'action, qui en plus est vraiment très grand, parce que le Pokémon, on rappelle qu'il fait que 30 cm. Ce qui veut dire qu'il peut très bien être dans un hangar plein de stylos, ou alors dans un hangar avec des blocs d'osmium qu'il pourrait soulever tout pareil. Mais on va rester réaliste et on va pas trop abuser. On va prendre un rayon de 100 mètres autour de lui, en pleine ville, parce que Nick habite en ville avec son Psystigri. Déjà, on prend la surface totale, qui serait de 31 416 mètres carrés, après conversion du rayon en surface plane. On va dire qu'il fait planer les objets à 1 mètre de haut, pour encore une fois ne pas abuser, hein. Donc on arrive à 31 416 mètres cubes, et à partir de là, on prend la densité moyenne de 400 kg par mètre cube en ville, parce que ça comprend les voitures, les feux de signalisation, les gens, les structures amovibles, etc., etc. Bref, ça fait pas mal de choses qui va soulever sans aucun problème. Ce qui, après une formule rapide, bon, pas vraiment, mais on va dire que si, pour calculer la masse hypothétique de tout ça, nous donnerait 12,57 fois 10 puissance 6 kg. Maintenant qu'on a la masse qu'il soulève, il faut calculer la force gravitationnelle à compenser. Donc on utilise cette formule, hein. On a déjà la masse qu'on vient de calculer, et G c'est une constante sur Terre à 9,81 mètres par seconde carré. Donc on fait une petite multiplication et on obtient la force de 123 millions de newtons. Il doit générer 123 millions de newtons pour juste soulever les objets dans son rayon d'action. Et c'est pas fini! Maintenant, il faut prendre en compte l'énergie nécessaire pour maintenir les objets à 1 mètre du sol. Et pour ça, on utilise la formule de l'énergie potentielle gravitationnelle qui est calculée avec cette formule. Ce qui nous donne 1,23 fois 10 puissance 8 joules. Ok, donc là, on a la force à générer pour soulever les objets dans un rayon de 100 mètres autour de lui, l'énergie nécessaire pour lever les objets d'un mètre. Il reste un dernier élément, la puissance requise pour maintenir ces putains d'objets pendant 10 secondes, soit le temps d'une crise d'épilepsie de Psystigri où il perd le contrôle de ses pouvoirs, puis il perd son calme, il devient fou. 12,3 mégawatts. C'est autant qu'un réacteur nucléaire. Tout ça dans un Pokémon inspiré d'un chat, en lutte permanente avec ses démons intérieurs et ses pouvoirs. Une lutte de chaque instant où chaque dérapage peut potentiellement être fatal pour toutes les personnes qui l'entourent. Et ça, Nick il le sait, et c'est pour ça qu'il flippe. Vous avez des questions? Oui, Philibert. Pourquoi il s'appelle Nick? Parce que Nick ta mère.